1128, c'est le nombre de chapitres de l'un des mangas les plus longs avec 25 ans de parution hebdomadaire dans le Weekly Shonen Jump, mais aussi le mieux vendu avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est 3 fois rien quoi. Je parle bien sûr du légendaire One Piece. Tout commence en 1979 dans la préfecture de Kumamoto. Eiichiro Oda, 4 ans déjà passionné de dessin, décida de devenir mangaka. Car ce qu'il détestait plus que tout, c'était de travailler, de devenir le salariman japonais classique qui dédie sa vie entière au boulot. Lui, il voulait sortir des sentiers battus. Il voulait vivre de son rêve. Et croyez-moi, il va faire tout pour le réaliser. Ce que vous devez savoir sur lui, c'est qu'à la différence de beaucoup qui renoncent à leur rêve d'enfant en grandissant, eh bien Oda n'a rien lâché et justement à 17 ans, il décide de se lancer concrètement en s'inscrivant au Tezuka Award, aussi connu sous le nom de Tezuka Show, qui a lancé beaucoup de carrières dans le milieu, comme par exemple celle d'un certain Togashi ou encore Masakazu Katsura. Juste 2 gars lambda pas très connus quoi. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu car le jeune Oda eut un accident 3 jours avant le fameux concours. Mais lui, il avait l'esprit shonen, il n'allait pas abandonner pour si peu. Et ainsi, il a fallu qu'il dessine les 7 pages restantes de sa nouvelle Wanted avec un mal de tête atroce dû à son accident. Et croyez-moi, avec le crayonnage, l'ancrage, le remplissage et les touches finales, dessiner 7 pages en moins de 3 jours, c'était loin d'être évident. Mais il réussit tant bien que mal à présenter Wanted le jour de la compétition. Et apparemment, c'était du très bon travail. Car même s'il n'y avait pas eu de gagnant cette année, il fut quand même en tête de liste en étant ex-aequo avec 2 autres jeunes artistes. Cependant, bien qu'il avait mis un pied dans l'univers de ses rêves, il alla quand même à l'université de Kyushu où il commença ses études d'architecte à 18 ans. Mais il ne restera pas là-bas longtemps car 1 an plus tard, à ses 19 ans, il décide de se rendre à Tokyo et d'entrer entièrement dans le milieu du manga en devenant assistant. Étape à passer obligatoirement pour espérer devenir un jour mangaka. C'est comme le fait de devenir trainee avant de penser à être une star de la K-pop. Ainsi, il obtient sa première expérience en tant qu'assistant en travaillant sur une courte période avec Shinobu Kaitani. Car il allait bientôt finir le manga sur lequel il travaillait en ce moment, Suizan Police Gang. Après cela, Oda enchaînant avec 2 autres mangaka. Le premier est Masaya Tokuhiro qu'il a assisté sur son manga Kappaman de 1995 à 1996 et de 1996 à 1997 il travaille pour un certain Nobuhiro Watsuki sur un manga pas très connu. Je pense que c'est Kenshin le Vagabond ou quelque chose de ce genre. Il faut savoir aussi que c'est à cette période qu'il a produit Monster, sa nouvelle qui parlait de l'histoire de l'épéiste légendaire Ryoma et qui a été récemment adaptée en animé par Netflix. Ainsi, notre jeune artiste apprendra beaucoup durant ses expériences en tant qu'assistant de mangaka renommé. Et donc il se dit logiquement, moi aussi je vais dessiner mon propre manga, tout en restant bien sûr assistant de Nobuyuki car le loyer n'allait pas se payer tout seul. De ce fait, il commença par présenter un one-shot Romance Down en 1996 au Shonen Jump. En effet, on ne publie pas un manga du jour au lendemain, il fallait d'abord montrer ce qu'on avait dans le ventre, d'où l'importance du one-shot et en fonction des résultats, tu pourras enfin commencer un projet plus long. Et dans le cas de Oda, Romance Down a heureusement bien marché. Ça y est, Oda va enfin devenir un mangaka de renom. Il ne lui restait plus qu'à envoyer 3 chapitres aux éditeurs qui vont examiner l'histoire et il sera recalé. 1 fois, 2 fois, et puis 3 fois. Et c'est seulement à la 4e tentative qu'il fut enfin accepté. Son manga, c'était une histoire plutôt classique avec un héros ridicule qui peut étirer ses bras. Ça ne pourra sûrement pas tenir plus de 2 tomes. Du moins, c'est ce que pensaient les éditeurs à ce moment. Eh bien, évidemment, ils avaient complètement faux. Car à la surprise de tous, One Piece fut un carton. Il devint rapidement l'une des publications les plus célèbres du Weekly Shonen Jump, le magazine de publication hebdomadaire du Shonen Jump. Ça y est, Oda commence peu à peu à entrer dans les hautes sphères. Et il était loin d'imaginer l'ampleur qu'aurait ce manga de pirate. Tomi, Eisei, Chikara. この世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ！この世のすべてをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。
En 1999, One Piece va enfin avoir son adaptation animée, une consécration pour tout mangaka ambitieux. Ces personnages qu'il a créés vont bouger, parler. Eiichiro Oda avait réalisé son rêve. Mais c'est en 2009 que One Piece explosa réellement ses ventes, avec 15 millions d'exemplaires vendus devant le célèbre Naruto, 7 millions de ventes, et Bleach, 6,5 millions de ventes. Et cela s'enchaîna rapidement avec 32 millions de ventes en 2010 et 50 millions en 2011. C'était des records de malade. One Piece est tout bonnement le manga le plus vendu, pas du monde, mais de tous les temps. Et cela n'était pas dû au hasard, car cette période coïncidait avec l'arc qui a créé beaucoup d'amoureux de One Piece dont moi, l'arc Marineford, un arc où pirates et marines se tapent dessus, avec les amiraux d'un côté et les commandants de l'armada de Barbe Blanche de l'autre. C'était tout bonnement incroyable. Mais ce succès est aussi dû à l'œuvre entière, car Eiichiro Oda est tout simplement un génie. Il est capable de créer un lien entre des événements et des contextes qui n'ont absolument rien à voir. L'arc Marineford par exemple a fait l'effet d'une bombe dans la communauté. Personne ne s'y attendait car rien ne laissait entrevoir un événement d'une telle ampleur au moment où Teach et Ace se sont affrontés. Personne ne se doutait du plan machiavélique que préparait Barbe Noire. Et d'ailleurs, parlons du scénario. One Piece dans les apparences, on croirait juste que c'est une chasse au trésor où Luffy et son équipage vont d'île en île en sauvant par le passage ceux qui sont persécutés. D'accord, c'est plutôt répétitif, mais ce sont ces enchaînements qui par effet cumulé donnent naissance à une intrigue bien plus sombre et particulière. Dans chacune de ces îles, nos héros rencontrent des gens spéciaux, des personnages très bien développés. Ne vous inquiétez pas, je parlerai plus tard des persos. Je disais, on a des personnages d'espèces différents avec des idéaux différents qui vont devenir soit des alliés, soit des ennemis pour les Mugiwara. Et à travers Luffy et son équipage, on se rend compte de la complexité de l'univers de One Piece, qui dans la forme est certes totalement différent de notre monde, mais reste quand même étroitement lié à cette dernière au fond. Car oui, dans One Piece, il y a du racisme avec les hommes poissons et les boucaniers qui sont persécutés par les hommes, et plus précisément par les dragons célestes et le gouvernement mondial. Mais aussi le despotisme avec toujours le gouvernement mondial qui fait absolument tout contrôler en manipulant tout le monde, ou encore la géopolitique avec les nombreux royaumes affiliés au gouvernement mondial qui commencent lentement mais sûrement à se rebeller et à réclamer leurs droits sous la tutelle de l'armée révolutionnaire, qui a pour objectif ultime de faire tomber ce gouvernement corrompu qui persécute le peuple. Et au milieu de tous ces enjeux se trouvent les Mugiwara, qui sans s'en rendre compte se retrouvent de plus en plus impliqués directement ou indirectement à tout ce merdier. Comme dans notre monde, l'univers de One Piece est un monde sans pitié avec des favorisés qui s'accaparent toutes les richesses et les autres qui ne font qu'enchaîner les souffrances avec des guerres incessantes, des pillages de pirates, etc. Et Doflamingo nous décrit clairement ces choses avec sa citation mémorable. Les pirates ce serait le mal, la marine la justice, les valeurs ça va ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre. La justice vaincra-t-elle? Bien sûr que oui. Parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. Mais il y a aussi une chose importante dans One Piece que l'auteur veut nous transmettre. C'est le concept de lien d'héritage. Il faut savoir que dans One Piece, les liens les plus forts sont loin d'être les liens de sang. On n'hérite pas de son père, on hérite de la volonté de son mentor, comme Luffy et Shanks ou Gold Roger, ou encore le lien fort de camaraderie qui unit les Mugiwara, mais aussi l'importance des passions et des rêves comme nous le précise si bien Gold Roger. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Goldie Roger. Et d'ailleurs, en parlant de liberté, voilà le sujet principal dont va parler l'œuvre. Et même peut-être le vrai rêve de Monkey D. Luffy et Eiichiro Oda. Car à travers son manga, ce dernier nous montre son envie de devenir libre. Car c'est ça son vrai rêve en fait. Déjà à 4 ans, il savait que la vraie liberté est de vivre en poursuivant ses rêves et ses passions. Et tant pis si l'on meurt en essayant.
Ce que vous devez savoir, c'est que la piraterie dans One Piece, c'est juste pour la forme. Car, il faut le dire, ce n'est pas vraiment un manga de pirates. Cependant, il y a un détail qui semble un peu déranger ceux qui n'ont jamais lu One Piece ou les nouveaux lecteurs. Les personnages, et plus précisément leur character design un peu extravagant avec des persos faisant tantôt la taille d'un immeuble, tantôt la taille d'un insecte. Certains possédant des visages déformes et des apparences bizarres. Mais au fur et à mesure que vous entrez dans l'univers de One Piece, vous allez vous rendre compte que tout ça c'est superficiel. Car ce qui compte vraiment, c'est le développement du personnage et son évolution. Et croyez-moi, des personnages bien écrits dans One Piece, il y en a à la pète. Vous allez finir par ne même plus remarquer les défauts physiques des personnages. Bon Clay par exemple, au début je le trouvais un peu chelou avec sa dégaine et tout, mais en avançant un peu plus, on se rend compte que c'est une dinguerie ce personnage. Il est juste incroyable. Je ne vais pas vous en dire plus car cette vidéo est censée ne pas contenir de spoil. Et ne pensez pas que voilà, Bon Clay fait partie des meilleurs personnages de One Piece. Alors là, pas du tout. Il en est même très loin. Car des personnages super bien développés, ce n'est pas du tout ce qui manque dans One Piece. Et ce qui est plus fou encore, c'est que plus on avance, plus on se rend compte que certains personnages qu'on ignorait ou qu'on ne faisait pas attention 10 ans plus tôt s'avèrent être des persos décisifs pour la suite de l'histoire. On peut prendre l'exemple de Kuma ou Bonnie qui en ont surpris plus d'un lors de l'arc Egghead, ou encore le roi Cobra et la dynastie des Nefertari. Et c'est ça qu'on aime, le fait que Oda puisse être capable de relier les intrigues et les préparer en avance. Et quand je dis en avance, c'est vraiment en avance, genre 10 ans ou 20 ans plus tôt. Ce que vous devez savoir, c'est que cet univers que Oda a créé est ultra complexe. Et ça, c'est grâce aux divers personnages qui évoluent car ils ont des idéologies différentes, des vécus différents et des objectifs différents. Et tous ces gens-là s'entrechoquent. Ce qui donne évidemment naissance à une histoire plus profonde qu'on ne le penserait. Qui est le maître des océans? Peut-être l'un des 4 empereurs? À moins que ce ne soit l'un des puissants grands corsaires? Ou encore l'un de ces petits morveux de la génération terrible? Bien sûr que non. C'est la justice et sa force armée. Autrement dit, la marine va régner en maître sur la mer. Mais attention à l'armée révolutionnaire. Dans One Piece, il existe 3 axes principaux. D'abord, il y a le gouvernement mondial qui dirige ce monde et régit toutes les lois. En gros, c'est lui la justice et c'est cela qui l'oppose à l'armée révolutionnaire qui n'est pas d'accord avec la justice du gouvernement mondial. Et ensuite viennent les pirates, des électrons libres qui ne sont d'aucun côté. Eux, ils vivent tranquillement leur vie et ne se plient pas à la justice du gouvernement mondial. Ce qui fait que la marine les considère comme des criminels, même si ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, on se rend compte qu'en réalité, chacun a sa propre justice et se bat pour l'imposer à tous les autres. Car bien sûr, la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. Le gouvernement mondial a imposé sa justice aux petits royaumes car ils sont faibles et doivent donc se plier aux lois du plus fort pour survivre. Certains s'allient à l'armée révolutionnaire qui leur promet la liberté d'imposer leur propre justice. Et enfin, d'autres obtiennent la protection de puissants pirates qui ont su s'imposer dans ce monde. Je parle bien sûr des Yonko, ces pirates qui sont les seuls de par leur puissance de frappe à rivaliser avec le gouvernement mondial. Et Marineford en est la preuve avec la marine tout entière qui galère contre l'armada de Barbe Blanche qui à cette époque était vieux et en phase terminale. Et ce qui est d'autant plus intriguant, c'est qu'il n'existe pas de bon camp ou de mauvais camp, non. Parmi les pirates, on trouve autant de méchants que de gentils. D'un côté, on a Luffy, son équipage et ses alliés, et d'un autre côté, les antagonistes qui finissent par se rallier indirectement ou directement à la cause de Luffy. Car c'est ça en réalité le vrai pouvoir de Luffy, celle de rallier les gens à sa cause. Et parmi les marines, on trouve des persos comme Garp ou Kuzan qui ont leur propre justice et qui ne se laissent pas corrompre par le gouvernement mondial d'un côté, et de l'autre, il y a d'autres amiraux comme Akainu ou Kizaru qui semblent bien plus radicaux et suivent les ordres sans réfléchir. Puis au sommet de ce monde se trouvent ceux qui connaissent des secrets qui peuvent complètement bouleverser le cours de l'histoire. Ces gens-là qui dans l'ombre tissent des toiles de l'histoire et ainsi ce sont en réalité les seuls à connaître les vrais enjeux qui se jouent. Du côté des pirates, on a Shanks le Roux, le fils adoptif du roi des pirates, qui a eu pour mission de guider le futur Joy Boy qui va bientôt faire son apparition. Ces actions qui semblaient anodines il y a 20 ans viennent trouver leur vraie importance. Et au fur et à mesure que l'on se rapproche de la fin, on se
se rend compte du gouffre qui se trouve entre lui et les autres personnages. Certes, il se déplace très rarement, mais chacune de ses gestes, chacun de ses déplacements a un but précis. Et l'autre personnage dont je vais vous parler est du même acabit. Barbe Noire, le plus grand mastermind de l'œuvre. C'est le genre de personnage qui prépare ses plans méticuleusement sous une longue période. Tout ce qu'il a fait depuis le début est le fil conducteur d'un seul et unique plan: devenir le roi du monde. Et ce plan qui semblait flou au début devient de plus en plus clair et terrifiant. Puis il y a Monkey D. Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire, qui est le perso le plus mystérieux du manga. Il se déplace encore plus rarement que Shanks et on ignore ses réelles motivations. Peut-être qu'il a vu les secrets de ce monde, on ne sait pas. C'est le flou total. Mais peut-être que je vous ai menti en disant que Dragon est le perso le plus mystérieux du manga, car il existe un personnage encore plus énigmatique. Je parle bien sûr de Im-sama, le mystérieux occupateur du trône qui est censé être vacant depuis 800 ans. Un être, on ne sait s'il est un humain ou un démon. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait partie de ceux qui sont à l'origine de ce qui s'est passé durant le fameux siècle oublié. Et c'est tous ces personnages et le mystère sombre derrière qui rend One Piece d'autant plus particulière. Sachez qu'en 1128 chapitres, il y a toujours plus de mystères que de choses concrètes dans One Piece. Plus on avance, plus le mystère s'épaissit. C'est quoi la volonté du dit qu'on nous rabâche tout le temps? C'est qui ce fameux Joy Boy? Quel était ce mystérieux royaume dont parlait le professeur Clover? Qui a créé les armes antiques? D'où viennent les fruits du démon? Que cache Red Line? Et enfin, qu'est-ce réellement le One Piece? Qu'est-ce qu'a vu Goldie Roger et son équipage? Toutes ces questions n'ont toujours pas de réponse jusqu'à maintenant. Ce qui donne évidemment naissance à une communauté active qui fait des théories pour déchiffrer ces mystères. Il n'existe aucune communauté aussi incroyable et active que la commu One Piece. Après chaque chapitre, on a cette chance de pouvoir discuter, faire des théories, suivre des gens, donner leur point de vue et leurs propres théories. Et c'est ça l'esprit de One Piece. L'objectif de Eiichiro Oda derrière cette œuvre, c'est à l'instar de Luffy qui relie tout le monde à sa cause, de relier des millions de gens de tout âge, de toute nationalité, de toute ethnie autour d'une passion. D'oublier un instant les différences et de se concentrer sur l'essentiel. One Piece, c'est un voyage, un très long voyage, où à travers nos guides les Mugiwara, on découvre un monde fascinant et plein de mystères qui éveillent notre esprit aventurier. On voit l'évolution des Mugiwara qui, à travers les péripéties qu'ils traversent, deviennent de plus en plus forts et ainsi s'approchent de plus en plus de la vérité. D'ailleurs, parlons de cette vérité. Il y a une question qui se pose beaucoup dans la communauté. Quand est-ce qu'ils vont trouver ce One Piece? Quand est-ce qu'on connaîtra tous les secrets de cet univers intrigant? Eh bien, d'après Oda lui-même, nous nous trouvons actuellement dans la dernière saga. Le One Piece prend le bout de son nez. Il reste à peu près 5 ans avant la fin de One Piece. Mais sachant qu'à l'origine, One Piece aurait dû être un manga à 24 chapitres, c'est à prendre vraiment avec des pincettes. Bref, si vous n'avez pas encore tenté l'aventure, un conseil, lancez-vous, car c'est vraiment le moment. Avec cette pause de plusieurs mois qu'a fait Eiichiro Oda et la Toei Animation et les dingueries que nous prépare 8 Studios, je n'ai pas besoin de les présenter derrière l'animation masterclass de la saison 1 de Vinland Saga et de la saison 1 de l'Attaque des Titans. En gros, eux, ils veulent résumer One Piece en 200 et quelques épisodes, je ne sais plus. Donc croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous, ça soutient. Merci beaucoup. Allez, Jana!